Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de Vue. Vous connaissez le principe, près d'une heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et pour mener cet échange, à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI. Pour ce nouveau portrait, nous recevons aujourd'hui un sopraniste, un contre-ténor des arts lyriques, un timbre unique au service de la musique classique. Fabrice Di Falco, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mesdames de m'avoir invité. Vous êtes un dénicheur de talent, la voix d'un style musical longtemps réservé à une élite. On vous connaît bien sûr à travers le concours Voix des Outre-mer et le festival Philao, sans compter bien sûr votre propre carrière. Mais avant d'aller plus loin, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Fabrice Di Falco, bienvenue. Vous êtes chanteur d'opéra. Vous avez fondé avec Julien Leleu le concours Voix des Outre-mer. Vous êtes né en Martinique en 1974. Vous avez grandi ici jusqu'à vos 18 ans. Vous avez fait vos classes au lycée de Bellevue. Votre maman rêvait d'être pianiste classique, mais elle n'a pas pu en faire son métier. Elle a fait carrière dans les statistiques. Votre père, d'origine sicilienne, travaillait dans l'univers financier. Vous baignez du coup dans la musique classique avec un piano à la maison, du Mozart, du Schumann dans les oreilles. Et votre mère, dès qu'elle le pouvait, vous amenait à l'opéra à Paris et ici, à tous les concerts de musique classique qu'il y avait également là-bas. Vous chantez à la chorale, vous faire carrière à l'opéra est pour vous une évidence. Vous avez une voix aiguë, ce qui est peu commun pour un homme. Vous êtes raillé par vos camarades au lycée et c'est Maurice Alcindor, qui à l'époque travaillait au lycée de Bellevue, qui va devenir un petit peu votre ange gardien en vous faisant prendre conscience de la beauté et l'unicité de votre voix. Maurice Alcindor qui va aussi vous rappeler l'importance de la musique créole. C'est d'ailleurs dans son émission Palais Pani Saison que vous donnez votre toute première interview. Une rencontre va marquer votre carrière, celle avec la cantatrice Barbara Hendricks en 1992. Lorsqu'elle vient en Martinique pour le festival de Fort-de-France, elle vous rencontre, elle vous auditionne et vous conseille d'entrer au conservatoire. C'est elle la première qui a remarqué la particularité de votre voix. Vous quittez donc la Martinique pour le conservatoire de Liliane Mazeran à Boulogne-Billancourt avec comme promesse faite à vos parents, celle de réussir grâce à un travail acharné. Ces derniers qui payent vos études vous fixent une seule condition, celle d'avoir de bons résultats. Ils demandent à la direction du conservatoire un bulletin de notes tous les 3 mois pour s'assurer de votre réussite. Mais vous êtes tellement passionné que vous ne quittez jamais le conservatoire. Vous suivez vos cours, les cours des autres et vous bouclez un cursus de 10 ans en 5 ans grâce à un travail rigoureux et acharné. Vous apprenez à incarner différents rôles, à jouer du piano. Le grand public martiniquais vous découvre en 1994 sur le titre « Où est passé l'amour » d'Annie Cosier-Lafontaine, interprété par Philippe Rapinier. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Où est passé l'amour, où est passé le temps de dire je t'aime, le temps de se sourire, le temps de se parler, le temps de vivre un peu. Où sont donc ces oiseaux, ces anges venus du ciel, avec leurs ailes d'espoir? Où est passé l'amour? Où est passée la vie? Qu'est-ce que cela vous évoque, cette chanson? Un très beau souvenir, une très belle rencontre avec Annie Cosier-Lafontaine et Philippe Rapinier. Une belle rencontre au-delà de la musique. Nous avons partagé des moments hallucinants de concerts avec Annick. Et à l'époque, j'étais très fan de Richard Klederman. Et pour moi, Annie Cosier-Lafontaine était un peu le Richard Klederman ici en Martinique, avec toujours de très belles mélodies, avec son superbe morceau Les Gorges de la Falaise, avec toujours des titres venant de notre île Martinique. Et donc, en fait, quand je vois ce clip, ces images, ça me replonge évidemment dans ma tendre enfance. J'ai enregistré le clip, j'avais 17 ans, et ensuite, c'est à 18 ans que c'est devenu public. D'accord. Je continue votre portrait. Donc, vous décrochez votre premier rôle à l'opéra en Autriche. Et c'est une dame rencontrée en 1994 lors d'un concert à la cathédrale qui voit déjà en vous la grandeur de votre talent et qui vous propose de vous mettre en contact avec sa fille qui est agent artistique. Et en 1999, vous décrochez votre prix de chant, vous invitez sa fille qui va devenir votre agent jusqu'à ce jour et elle va vous permettre d'inscrire votre nom à l'international.
Votre premier rôle à l'opéra est celui d'un magicien androgyne que vous allez jouer en Autriche. Vous allez vous faire connaître et vous faire un nom. Vous êtes le seul Français dans la troupe à l'époque. Vous avez joué dans le célèbre Les Nègres de Michael Levinas. Vous vous considérez comme un oiseau des îles et vous volez haut pour faire connaître votre Martinique et ses talents. Et c'est pour donner un peu de ce qu'elle vous a offert que vous montez avec Julien Leleu, contrebassiste, le concours Voix des Outre-mer qui va révéler de nombreux talents comme Livia Louis-Joseph Doguet ou Alix Pétrice. Et la liste est bien longue. Et depuis 8 ans, de la Martinique à la Polynésie, vous faites découvrir l'opéra aux jeunes en leur permettant, comme vous, de toucher les étoiles. Vous avez été nommé en 2016 Chevalier de la Légion d'honneur et nommé en 2022 Chevalier des Arts et des Lettres et officier de l'Ordre national du Mérite. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes un très bon cuisinier, que vous aimez manger épicé, un bon danseur et que vous êtes un homme spirituel attaché à des valeurs et que la fidélité est pour vous un sacerdoce. Est-ce que ce portrait, Fabrice Di Falco, est fidèle à l'homme que vous êtes ? Oui, il est fidèle à l'homme que je suis, et parce qu'en fait, je suis juste un jeune Martiniquais qui a quitté sa Martinique avec beaucoup de tristesse et qui a fait carrière et qui continue sa carrière. Parce que la Martinique, à chaque fois que je prends l'avion, elle me manque parce qu'elle m'a créé. Donc en fait, quand je vous entends parler de qui je suis, moi-même, je suis un peu comme spectateur de ce que je suis devenu. Un chanteur d'opéra à l'international, mais en réalité, je suis resté ce jeune Martiniquais qui n'arrive pas à croire qu'il a pu chanter pour les grandes personnalités de ce monde et à être toujours là, vivant devant vous. Un jeune Martiniquais, justement, qui a grandi dans une famille où, on l'a compris, il y avait une prédisposition à la musique. Vous n'avez jamais envisagé une autre carrière que celle-là? Vous n'avez jamais eu peut-être d'autres passions ou vocations, même plus jeunes que la musique? Ah non, en fait, dès petit, j'adorais le carnaval, j'adorais me déguiser, j'adorais cette fête populaire, cette fête où on ne vous regardait pas en vous critiquant, parce que vous pouviez vous habiller de toutes les couleurs, avoir l'incarnation de différents personnages et être tous ensemble, qu'il n'y ait pas de différenciation sociétale, de personnes. Tous les milieux sont ensemble pour faire le carnaval. Donc j'ai grandi comme ça, et en réalité, si vous voulez, devenir chanteur d'opéra, je crois que ça a toujours été au fond de moi. Je voulais être comédien, parce que le carnaval, c'est jouer du théâtre. Je voulais être comédien. Et pendant longtemps, on a discuté avec Eusanne Palsy, la réalisatrice martiniquaise, qui me disait « Mais alors, pourquoi tu ne deviens pas comédien ?» Parce que je lui réponds « Mais parce qu'en fait, finalement, je suis comédien. J'ai juste, au lieu d'une voix parlée, une voix chantée pour pouvoir réaliser des rôles. » Quels ont été les freins pour embrasser cette carrière de chant lyrique? Mélinda l'a mentionné dans le portrait, quand vous étiez jeune ici en Martinique, avec cette voix et puis cette personnalité, j'imagine déjà, qui se dessinait, celle que vous avez aujourd'hui. Hein. Vous êtes un personnage à lui seul, Fabrice Di Falco. Il a été dit que vous avez été raillé dans votre jeunesse. Est-ce que vous l'avez mal vécu? Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'à un moment, ça vous a incité peut-être à vous dire « est-ce que je le ferai vraiment ?» En fait, comment vous avez surmonté tout ça? Je crois que quand on est différent, avec une voix différente de celle des autres garçons, et qu'on se rend compte de cette différence, il y a deux chemins. Il y a soit le chemin du combat, de la lutte, afin que l'autre puisse vous comprendre, l'autre puisse vous aimer, parce que vous allez lui montrer que vous n'êtes pas si différent. Vous avez juste une chose en plus. Il y a peut-être d'autres copains qui avaient une appétence au sport. Il y en avait d'autres qui avaient une appétence pour la mode, d'autres pour la cuisine, d'autres pour des métiers, je dirais, à risque. Moi, j'avais cette voix aiguë. Donc, j'ai choisi la voie de me faire accepter et non pas la voie de me dire « Ah ben mince, je vais donc m'enfermer et je ne vais donc pas chanter et je vais donc pas montrer qui je suis. » Je n'ai pas eu, comment dirais-je, ce côté d'enfermement parce que Maurice Alcindor m'a ouvert cette porte d'être fier de qui je suis. Et puis, mes copains et copines se sont moqués de moi très rapidement, mais assez rapidement. Ils se sont arrêtés parce que la voix touche l'âme. Quand j'avais des caïds du lycée de Bellevue ou du lycée technique qui pouvaient me donner des noms d'oiseaux, je pouvais leur dire simplement en répondant par la puissance de ma voix. Et en réalité, je savais que la puissance d'une voix, surtout opératique, allait chercher au plus profond de leur âme, au plus profond de leur cœur, l'enfant qui reste en eux et qui pouvait être touché par une voix.
Ansley devenaient les potes. On va revenir sur vos années au conservatoire. Comment vous avez vécu l'exil? Je le vis toujours mal. C'est difficile d'être déraciné d'une terre qui vous a fait naître. C'est difficile d'avoir une culture très différente des autres cultures. Donc quand je suis arrivé à Paris, j'ai allé à Paris souvent pour les vacances. Donc pour les vacances, 2 mois, etc., etc. Mais venir à Paris, loin de sa famille, loin de ses amis, avec une culture différente, avec le froid, ça a été un combat, comment dire, toujours pour se faire accepter, toujours se dire, on est comme tout le monde, donc ça a été un combat. Et pourtant, n'avez-vous pas à la base une double culture, justement, de par votre papa italien et votre maman martiniquaise? On pourrait penser que vous auriez eu peut-être plus de facilité, justement, pour vous adapter? M'adapter en Italie aurait été beaucoup plus simple. Quitter la Martinique pour l'Italie, mon père est sicilien, quitter la Martinique même pour Florence ou pour Naples ou pour Rome ou pour Venise, ce sont des personnes qui nous ressemblent beaucoup plus. Et vous ne l'avez jamais envisagé, justement? Non, parce qu'une carrière, surtout, comment dirais-je, pour un Français, est beaucoup plus facile quand vous allez à Paris, là où il y a des conservatoires, où on parle français. Donc il aurait fallu que je parle un italien couramment, que j'arrive en Italie, comment dirais-je, avec une culture italienne. Mais mon père est italien, mais c'est ma mère qui a voulu me donner une culture antillaise, créole à 100%. Donc il était plus logique que j'aille faire mes études à Paris et non pas en Autriche ou en Allemagne et en Italie. Vous voyez? Mais pourtant, malgré la même langue, le français, l'hexagone reste pour moi, comment dirais-je, toujours avec beaucoup de, comment pourrais-je dire, toujours des zones d'ombre. D'accord. Cette voix si particulière que vous avez, est-ce que c'est un don sur le berceau du petit Fabrice, ou est-ce que dans vos histoires familiales, si on remonte, il y a aussi des gens qui avaient des voix extraordinaires? Alors c'est amusant, c'est une très bonne question, parce que pendant longtemps, j'ai pensé qu'il n'y avait personne dans la famille qui chantait. Et puis un jour, nous sommes en Martinique, j'avais déjà commencé ma carrière, hein, et puis, je ne sais pas pourquoi, ma mère se met à chanter et j'entends une voix vraiment très très belle lyrique, et je vais la voir, je lui dis « mais maman, donc cette voix me vient de toi ?» Et ma mère va me raconter une histoire assez hallucinante. Je suis né fin décembre 1974. Ma mère était une femme très douillette et elle accouche de son premier enfant. Elle me racontera toujours cette histoire. Comme elle avait très peur de l'accouchement, en fait, il y a une dame qui est venue lui dire « arrêtez de crier » parce que ma mère criait, parce qu'elle n'avait même pas encore accouché, elle criait, vous imaginez. Et cette dame a dû lui dire « enfin, vous criez beaucoup, on n'a même pas commencé l'accouchement ». Et d'un cri de ma maman, je suis sorti d'office. Et ma mère m'a dit « tu es peut-être devenu chanteur parce qu'en fait, j'ai même pas eu à souffler rien. Tu es sorti d'office et tu as crié. Dans un cri. Je suis né dans un cri où ma mère a voulu dire à cette dame, enfin, oui, j'ai peur, et finalement, je suis sorti comme ça. On va revenir sur vos années au conservatoire. Vous étiez un élève assidu. Vous avez suivi des cours qui n'étaient pas les vôtres pour justement gagner en compétences, augmenter votre niveau. Quel retour vous aviez de vos professeurs ? Alors mes professeurs, d'ailleurs je les remercie, Liliane Mazeron, Isabelle Daquet, d'avoir eu confiance en moi, ce directeur de conservatoire Alfred Herzog, qui a quand même fait entrer dans un conservatoire quelqu'un qui ne savait pas réellement lire la musique, qui n'avait pas de connaissances musicales et de technique vocale. Donc déjà ils avaient misé, et moi il fallait quand même que je leur montre qu'ils avaient eu confiance en moi. Pendant toutes ces années, jusqu'à maintenant, Liliane Mazeron est ma prof et Isabelle Daquet est ma chef de chant, en réalité pendant toutes ces années, je reste cet élève qui veut toujours faire bien pour que son professeur soit heureux. Et à chaque fois que je fais un opéra, à chaque fois que je fais un disque, mais à chaque fois j'ai soit Isabelle Daquet, soit Liliane Mazeron qui me ramènent à qui je suis en me disant « attention, tu n'es pas encore arrivé, fais encore plus de progrès ». Donc en réalité, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, tant que je chante, j'aurai toujours à essayer de leur plaire. Et justement, on va évoquer votre carrière vouée à l'art lyrique dans la deuxième partie de cette émission Fabrice Di Falco, après avoir marqué une très courte pause. À tout de suite.